à l'extérieur, le premier étant hier sur les fabuleuses voix des Simpsons qu'on a fait à l'intérieur. Et donc là on va voir, je suis très content, je vais laisser la parole pour vous présenter à Mohamed Beyoud, bien sûr directeur artistique. Je suis très content, je vous l'ai dit, moi je fais partie du festival depuis un bout de temps, enfin voilà je viens mais je suis un peu extérieur et je suis ravi de voir enfin que le Maroc soit mis à l'honneur et notamment de très belle manière avec donc, déjà 2 studios dont on a parlé, un 3e studio à 16h acoustique avec qui on parlera aussi d'animation, peut-être un peu plus de choses, mais en tout cas d'animation. Et voilà, et là on a vraiment la chance, le grand plaisir, je vais laisser, s'il veut bien venir, de discuter, de présenter nos 2 invités. Alors merci beaucoup, moi je tiens juste surtout à remercier nos 2 invités pour leur présence aujourd'hui. Parce que voilà, en fait, ça fait un moment qu'on travaille sur le fait que l'animation marocaine soit mise à l'honneur, donc elle l'est, puisque dans leur de toute façon, Ilham et Selma vont revenir là-dessus en détail. C'est que ce que je dis depuis le début du festival, les 2 chaînes marocaines ont inclus dans leurs appels d'offres, dans l'appel d'offres, la série d'animation. Donc d'abord pour représenter la SNRT, la première chaîne, Madame Ilham El Haraoui. On peut applaudir s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, c'est Masrali qui représente 2M. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Alexis. Moi, je tiens juste à vraiment vous remercier pour votre présence, surtout un dimanche. Merci beaucoup et puis merci pour tout le soutien que vous témoignez à ce festival. C'est un peu trop. Donc, merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour avoir, comme ça même pour voir, c'est un peu étrange. J'espère que voilà, c'est pas un truc en plein milieu. Ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai proposé, c'est qu'elles vont nous parler chacune de ce qui est en train de se passer, de cet appel d'offres, de ce qu'elles voient pour l'animation, même par rapport aux chaînes télé, voir à quel point il est important. On aura tout à l'heure, il est en train de finir de manger, mais on aura tout à l'heure Pierre Siracusa qui a commencé hier à nous parler un petit peu donc, de ce que fait en France, donc France Télévisions, le pôle France Télévisions, et on verra un petit peu les synergies, ce qui peut se faire, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et bien évidemment, vous êtes nombreux et nombreux, j'espère que vous allez poser des questions, et encore une fois, je pense qu'on vit, quand je le disais hier ou avant-hier, un tournant là dans le FICAM et dans l'animation marocaine, c'est que je pense que là, voilà, il se passe quelque chose d'important, en tout cas à travers ce 20e anniversaire, donc voilà, cette 20e édition. Donc voilà, je vous laisse la parole, je ne sais pas qui veut commencer, allons-y. Alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le FICAM et la Fondation Aïcha pour ce beau événement, assez riche en contenu, et je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir ce niveau en fait au niveau de notre pays. Et donc voilà, comme vous le savez, le pôle public marocain est le premier producteur de contenu donc audiovisuel. Donc à cet effet, il y a 3 ans, donc nous avons procédé au lancement d'un appel d'offres pour un genre très particulier, donc qui est les séries d'animation, sur des sujets différents, donc que ce soit historique, identitaire ou de sensibilisation ou d'éducation. On a eu quelques soumissionnaires, on a eu des studios marocains qui ont pu avoir des projets. Donc nous avons aussi d'autres initiatives à part celles des appels d'offres des séries d'animation, donc qui sont en fait les appels d'offres d'accompagnement du secteur cinématographique, auquel on a ouvert également donc la soumission aux jeunes cinéastes et créatifs, à travers des subventions de longs métrages, de courts métrages, qui peuvent aussi être des soumissions à travers des films d'animation. Nous avons également au niveau de nos plateformes digitales lancé une nouvelle plateforme de créativité autour de l'art marocain, de la culture marocaine et de l'histoire, qui s'appelle Mouja, qui n'est pas encore médiatisé, mais qui comprend justement un contenu purement d'animation et de créativité marocaine. Voilà. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Bonjour, merci pour cette invitation déjà, merci au FICA, merci à la Fondation Aïcha. Pour 2M, ça fait 33 ans en fait que 2M
a une tranche horaire pour l'animation. Ça fait partie de l'identité de 2M. On a toujours eu ça, mais c'était que de l'achat en fait. Et puis, comme l'a dit Ilham, effectivement, on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'aider, de donner un coup de pouce à l'industrie et essayer de lancer cette industrie, d'en faire une véritable industrie au Maroc, pour que les jeunes puissent se reconnaître un petit peu dans les héros, les héroïnes, dans l'histoire, dans ce qui se raconte, que ce soit leur histoire qui arrive à la télé et qu'on ne soit plus enfermé dans les histoires européennes, occidentales, asiatiques, etc. Donc on a un peu décidé de faire ça. Il faut dire que pour 2M, on avait déjà eu avec Yassine qui est là, donc avec Never Seen, on a déjà fait un semblant de création avec un petit personnage qui s'appelait Droni, qui était là pour faire passe-plat entre différentes acquisitions et qui racontait une histoire et qui la racontait en Derija, en arabe. C'était vraiment bien, c'était très sympa, on faisait ça, c'était du quotidien. Et puis aussi on a eu aussi un peu d'animation qui est apparue à travers le documentaire en fait, pour pouvoir on avait fait Monsieur Bnjelloun est là aussi pour pouvoir dire que c'est vrai. Donc on avait fait sur 10 femmes de l'histoire du Maroc et qui est des héroïnes marocaines, pardon. Et il y avait justement pour pouvoir faire ah zut non, pas promouvoir, j'essaie de trouver le mot, illustrer, merci, pour pouvoir faire de l'illustration, parce que il faut bien illustrer, c'est du documentaire, donc ils avaient utilisé de la 2D pour pouvoir rajouter un petit peu de mouvement et dans l'histoire, voilà. C'est pas grave. Oui, non, mais sinon, ça sera plus simple. Sinon, je vais pas le faire. Ouais, alors, pourquoi ce moment-là? Vous m'entendez? La voix bien. Ouais, normalement. Hein. On va remettre un micro, j'ai demandé. Le micro marche plus, donc on va faire. Il n'y a plus de pied, je pense. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi vous pensez que c'est le bon moment pour commencer à faire ces appels d'offres? Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas, c'est les studios qui commencent à arriver, c'est des gens qui viennent vous voir. Merci beaucoup. Voilà, pourquoi pas il y a 3 ans, ou pourquoi ne pas attendre, etc. Ouais, il y a vraiment une... Moi, je pense qu'il y a une industrie qui est en train d'être créée, donc à travers justement des initiatives comme celle du FICAM. Également, on a beaucoup de créatifs marocains autour de l'animation, autour de l'illustration, qui travaillent pour les différents secteurs, notamment la publicité. On s'est dit pourquoi ne pas les ramener à la télé et pour justement avoir un produit maroco-marocain. Parce qu'effectivement, comme ce qu'elle a dit Selma, donc les films d'animation ont toujours existé à la télé. Après, effectivement, c'était des acquisitions, tout ça. Maintenant, on veut vraiment créer notre propre contenu d'animation. Voilà. Il faut dire que le contenu est devenu... la quantité de contenu à travers le monde est devenue énorme. Il y a de plus en plus de production. Avant, c'était vraiment destiné aux enfants. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde peut être touché. Même quand c'est pour les enfants, on n'a qu'à voir des Walt Disney comme Nemo ou autres, qui en fait font plaisir aux jeunes, aux moins jeunes. Tout le monde trouve des références, etc. Donc c'est devenu quelque chose de très important pour pouvoir véhiculer des messages, pour pouvoir... il y a beaucoup de choses qui sont super importantes en fait dans l'animation, et je pense qu'il est temps que le Maroc aussi ait sa place dans cette industrie-là. Il y a aussi un point très important, c'est que les Marocains sont très attachés à leur contenu marocain. C'est-à-dire, je vais partager avec vous une information, c'est-à-dire le Marocain, il a accès à 1600 chaînes satellitaires, mais ça n'empêche, quand il a accès à un contenu marocain, il regarde marocain. Et donc je crois que la même chose serait valable également pour les films d'animation. Donc si on a un secteur qui se développe autour de l'animation, bah forcément le jeune public va, entre autres, regarder ce contenu. Voilà.
Donc l'idée, c'est la culture, c'est promouvoir, illustrer en tout cas la culture marocaine, garder donc dans sa diversité, parce que, alors moi je suis encore une fois pas d'ici, mais je vois bien qu'il y a une diversité dans les cultures marocaines. Il y a ça aussi, cette volonté, essayer de tenter de représenter en tout cas le plus possible tes racines. Au niveau de 2M, le choix s'est porté sur 3 projets, un qui parle d'histoire, un qui parle du présent, enfin du passé de l'histoire, un qui parle du présent et qui parle d'avenir. Donc on ne peut pas dire qu'il y a réellement... Quoique celui dans l'avenir, je trouve qu'il y a pas mal de diversité, mais c'est plus, on va dire, une moyenne. C'est plus une moyenne. On parle aux jeunes Marocains en général. On va leur parler dans leur langue en plus, ce qui est très très important. Super important. Je sais que la SNRT, comme 2M, on a déjà fait du doublage de certains produits qui pouvaient parler au jeune public marocain. La SNRT, ils l'ont fait, je crois, en Amazigh. Nous, on l'avait fait en Darija. Mais sur des produits qui peuvent être, on va dire, universels. Pas genrés, voilà, qui ne sont pas liés à une culture particulière. Voilà. Alors, je posais cette question parce que je me disais aussi que c'était le bon moment parce que évidemment, et c'est très bien, il y a une volonté de mettre les femmes en avant, de mettre le handicap, enfin on va plus dire handicap, enfin voilà, enfin d'un seul coup de sensibiliser. Vous parlez de sensibilisation, j'ai l'impression qu'il y a plus ça et que l'animation, évidemment, peut permettre peut-être encore plus facilement, encore plus aisément de toucher les gens à travers tous ces sujets-là. Déjà, notre mission de service public nous impose de répondre à toutes les cibles qui peuvent être présentes au niveau de la télé. Et donc, avoir un contenu de ce genre, pour nous, c'est nécessaire. Voilà. Est-ce qu'il y a l'idée, alors comment ça s'est passé ces choix est-ce qu'à l'intérieur des comités, c'est uniquement vous? Il y a des gens de l'animation qui sont venus aussi vous aider en disant « Oh là, c'est un petit peu difficile ». Enfin voilà, comment se sont faits ces choix? Je vais répondre. Alors, donc, comme tous les projets qu'on reçoit à travers le processus des appels d'offres, donc l'évaluation, elle se fait d'abord sur le contenu et sur le volet artistique. Et donc, forcément, pour accompagner ce processus, on a dû faire appel à des experts dans l'animation, tout ça, pour évaluer les projets qui ont été déposés. D'accord. Donc, pour vous dire, ben là, ça va être je sais pas, il y a eu des bons débats, il y a eu des... on va pas rentrer dans la cuisine derrière, mais c'est juste avoir un peu... Je peux pas révéler plus. Non, mais en tous les cas, il y a 2 critères qui sont importants. C'est donc l'évaluation sur le projet en termes d'idées, en termes de contenu, et bien sûr, il y a le volet artistique qui reste quand même très important pour ce genre de projet. C'est quelle technique? C'est plutôt de la 3D, tous ces projets, de la 2D? Et il y a surtout de la 3D pour nous, ouais. Pourquoi? C'est les studios vous ont proposé des 3D? Voilà, ce sont les projets qui ont été retenus, ouais. sont en 3D. Je pense que les studios sont plus aptes à répondre à cette question-là. Pour nous, c'était plus le sujet, le traitement, comme elle a dit Ilham, et puis le volet artistique. La 2D est magnifique, mais je pense que c'est quelque chose... Moi, je préfère la 2D, personnellement, mais je pense que il faut arriver à un certain niveau, au niveau de l'industrie. Il faut que l'industrie soit encore beaucoup plus développée pour pouvoir revenir vers la 2D, qui est beaucoup plus artisanale. Alors, le Télamande, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut se lever, on peut dire à des gens qui sont dans la salle, qui ne pensaient pas forcément parler, mais de leur dire, alors pourquoi les studios? Pourquoi, par exemple, Neverseen a proposé de la 3D, pas de la 2D? Qu'est-ce qui fait aller plutôt vers ça? En fait, notre équipe maîtrise la 3D, principalement. Donc c'est une équipe 3D, pour nous avoir des animateurs, des gens experts en termes de lumière rendue. Et notre background, c'est ça. On fait de la 2D, mais on a tendance à opter pour des projets 3D et pourquoi pas jeux vidéo aussi, en 3D. Le thé à la menthe arrive, c'est pour ça qu'on appelle ça thé à la menthe. Donc le thé à la menthe arrive, il s'est mis tout au bout, mais je vais demander à Ali aussi, puisqu'il est là. Pourquoi la 3D et pas la 2D? Alors, nous, en fait, c'est l'inverse. Voilà, on est sur la 2D. Moi, je suis pour l'innovation technologique, effectivement, l'image de synthèse et tout ce qui va avec.
en termes de marketing, c'est des produits qu'on peut valoriser très rapidement. Et la 2D, moi je pense qu'elle est artisanale, mais elle est aussi très profonde artistiquement. On voit d'ailleurs beaucoup de travaux, même Michel Oslo qui nous a fait part de quelque chose de très particulier hier. Et je pense qu'elle a sa place de manière indéfinie dans le temps. Donc je pense qu'on peut faire cohabiter les deux et chercher aussi des modèles hybrides entre la 2D et 3D. C'est des choses qui sont en cours d'élaboration d'ailleurs par nos studios. Alors, ça j'ai donné le micro à Ali, évidemment il fallait que ça fasse du Larsen, c'était pas possible autrement. C'est acoustique, ouais, c'est une méthode acoustique. Donc, je vais me remettre de mon âge. Donc, vous voulez que Thé-à-la-Menthe commence à arriver? Venez, oui, Thé-à-la-Menthe. C'est comme ça qu'on appelle la Thé-à-la-Menthe, c'est qu'on vous offre un Thé-à-la-Menthe. Donc, on a vu la 3D. Comment se fait le choix? Moi, ça m'a toujours épaté de voir le... Il y a une culture marocaine qui est très forte. Est-ce que ça, c'est aussi important dans les décors, dans la vie quotidienne, de voir enfin... On a vu hier, on a vu des extraits, on commence à voir des extraits, de voir, je sais pas, toute une vie quotidienne, plus vie quotidienne marocaine. Ça, c'est quelque chose qui vous a apporté, même dans le futur, enfin voilà, dans l'enjeu-là, de voir décrire ce que vous disiez très bien, que les enfants puissent se dire, c'est ma vie, quoi, c'est la vie que j'ai tous les jours, et donc c'est bien que ça soit mis plutôt qu'en effet on soit dans un appartement, je sais pas, moi en Allemagne ou au Japon. Ça, c'était important aussi dans votre choix. Que ça soit, en fait, le contenu de manière générale, c'est le meilleur moyen de faire connaître les cultures. Donc, que ça soit la fiction ou l'animation. Normalement, on veille pour que ça révèle notre identité, notre culture et notre patrimoine immatériel. Donc, je pense que c'est vrai que là, c'est un secteur qui s'installe et qui se développe. Mais à terme, c'est quelque chose qu'on voudrait aussi avoir, c'est de retrouver notre identité sur le contenu d'animation. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'il n'y a pas meilleur public pour véhiculer quelque chose, que ce soit des principes ou remettre un peu les principes marocains, c'est les jeunes, les enfants. Si on leur inculque ça dans leur jeunesse, on sait qu'ils grandiront avec. Si on les laisse voir du Japon, de l'Occident, etc., ils risquent d'être un peu détachés de ce qu'ils sont réellement. Ils auront l'impression qu'ils vivent dans deux mondes différents, qu'il y a le monde de la télé et leur monde à eux. Là, on va essayer de faire en sorte que le monde de la télé et leur monde à eux se ressemblent. Alors, donc, produit marocain, point marocain, mais est-ce qu'on a une envie aussi de se dire... c'est ce que disait, je crois, Michel Oslo hier, enfin, je sais plus qui disait, en disant que finalement, être universel, c'est être le plus proche finalement de ses racines. Donc, il y a cette envie aussi quand même de travailler, pourquoi pas, avec les deux pays voisins, donc Tunisie et Algérie. Puis pourquoi pas, on pourra poser la question à Pierre Siracusa avant qu'il s'en aille. Je voyais qu'il s'en aille, mais pourquoi pas avec la France, par exemple, et d'avoir, moi, j'ai toujours un produit sur... une série sur le Ramadan, une série sur des choses très fortes comme ça, sur des événements très forts, et qu'on peut peut-être voir avec France Télévisions, déjà vous, et puis on posera la question à Pierre Siracusa après. Donc l'idée de l'international, l'idée d'aller aussi vers d'autres pays. Alors, je crois qu'on évolue tous dans un univers qui est imprégné par tout ce qui est mondialisation. Donc, voilà. Donc forcément, on va à un moment donné, donc on va retrouver notre contenu qui va s'exporter, qui doit parler à d'autres cultures, à d'autres identités. Donc, Universel, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Hollywood a un petit peu, en tout cas au niveau des images, a un petit peu volé cette universalité. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, l'universalité c'est uniquement Hollywood et que finalement, les gens autour du monde, quels qu'ils soient, qu'ils soient en Occident ou quoi, ont cette vision finalement. Et donc, c'est assez compliqué des fois de dire plus on est encore une fois dans nos racines, plus on est proche. C'est là où le Japon a fait très fort pendant des années, c'est en ne s'occupant pas finalement du reste du monde et finalement chose. Donc, mais c'est un choix qui n'est pas facile finalement de se dire on va rester dans nos racines, mais on sait que ces racines-là, on les aime tellement, c'est tellement important que de toute façon ça va forcément parler à d'autres personnes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas un choix qui est toujours facile finalement de rester dans ce côté-là. Je vais revenir à Oslo, justement, Michel Oslo. Quand on voit Kirikou, qui est quand même un succès mondial, on peut comprendre qu'on peut parler d'autre chose, que ça puisse parler à d'autres personnes que ces personnes-là dont on parle en fait dans le produit lui-même.
Je pense que on peut arriver en restant dans ses racines, même si c'est pas les racines de Oslo, mais bon, il est né en Afrique subsaharienne, je sais plus dans quel pays, je crois que c'était le Mali. Je suis plus sûre. Ouais, moi aussi j'ai un trou de mémoire, mais il a parlé de quelque chose qu'il connaissait et en parlant, eh ben, il a rendu universel. Et je pense qu'en restant dans les racines, on a cette possibilité aussi de rendre la chose universelle, que ça puisse parler à d'autres personnes. Les Japonais, les Coréens ont réussi réellement dans ce domaine-là. Pourquoi pas nous? Il est où, Pierre? Hop, évidemment, il est tout derrière. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, de te dire avec France Télévisions, je sais pas, une coproduction, quelque chose avec les chaînes marocaines sur, je parlais du Ramadan, il y a plein de musulmans en France, ça pourrait intéresser, puis même pas que, heureusement, les musulmans, tout le monde, plus d'ouverture aux cultures. Il est là. Il est là, bonjour. Il en pense que du bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter autour de ça? Vous avez vu l'expo autour d'Akissi qui a un début pour France Télévisions d'intérêt d'aventure d'une petite héroïne, pour le coup ivoirienne. Le sujet, encore une fois, de notre point de vue, il est dans quelle mesure des propositions marocaines vont intéresser, vont captiver le public français. C'est que ça le sujet. Et je pense qu'effectivement, il y a deux voies. Soit on touche un sujet universel, comme Michel aussi, mais comme pas mal d'autres, qui ne sera pas perçu comme typiquement marocain pour les Français, mais peu importe, il viendra du Maroc, et tant mieux. Soit on trouve un moyen d'intéresser les petits Français à un environnement marocain, à nous de trouver les bons moyens d'intéresser tout le monde autour de ces projets. Mais la démarche, elle est que éditoriale. Il y a des liens entre vous ou pas? Il y a des liens, toi tu as des liens avec 2M, avec... Je suis au FICAM. C'est bien. J'adore les dictionnaires, comment ils répondent. J'espère. J'espère qu'il y aura des liens. Ouais. Non, mais je suis ravi. Vous avez vu comment ils répondent jamais complètement directement? Non, il n'y en a pas. Donc voilà. Non, mais c'est intéressant de voir que justement des ponts peuvent être créés. Pourquoi pas justement avec ces premières journées, notamment ces forums pro et ce travail-là. Juste vous deux, en tant comment l'animation, c'est quoi vos films voilà, que vous aimez bien l'animation? Qu'est-ce qui vous plaît, juste pour qu'on vous connaisse un peu mieux? Alors, je pense que, étant donné que je suis maman de 2 enfants, donc ils sont adeptes des films d'animation, donc par la force des choses, je m'y intéresse depuis leur jeune âge, tout ça, donc, et je pense que c'est un bon moyen pour transmettre des messages, que ça soit éducatif, identitaire, voilà. Alors moi, la même chose, donc 2 enfants, très intéressés, etc. Mais encore plus intéressés puisque ma plus jeune est en terminale et va démarrer une prépa artistique. Elle va faire de la 2D. Donc ça fait très très longtemps qu'on suit de très très près tout ça. Moi je suis très studio Ghibli, donc Miyazaki, Takahata, Walt Disney bien évidemment, de toutes les façons ça fait partie de notre vie exactement. Les studios Pixar me tuent franchement. DreamWorks pas mal. Et puis quelques pépites, on va dire, françaises. Il y avait l'ours et la petite souris, j'arrive plus à... Ernest et Célestine. Voilà, Ernest et Célestine, que j'avais adoré. Triplette de Belleville, qui était magnifique. Là, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment l'antithèse de Walt Disney pour moi. C'est vraiment, c'est beau, c'est de l'animé d'auteur, quoi. Et je trouve ça vraiment très très beau. Et puis bon, bien sûr Michel Oslo qui... Azur et Asmar, je crois qu'on a dû le voir au moins 12 fois ou 20 fois, j'en sais rien, un truc assez incroyable. On connaissait les chansons, on faisait les scènes à la maison et tout, donc oui, c'est assez large en fait. Si je vous demande ça, c'est savoir, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez encore, avec toutes les équipes, là vous avez toutes les deux, mais il y a évidemment derrière toutes vos équipes,
je sais pas, de ce que vous aimeriez voir justement. Là, il y a les premières séries qui arrivent, mais on parlait un petit peu, on va peut-être parler un peu, est-ce qu'un jour il y aura des séries un peu plus adultes, par exemple, qui sont des choses compliquées. Hein. En France aussi, ça reste toujours très compliqué, mais... Alors, comme ce qui a été évoqué par Selma, en fait, depuis toujours, on a utilisé justement l'animation dans tout ce qui est illustration au niveau du documentaire. C'est-à-dire, que ce soit des documentaires autour de l'histoire, tout ça. Donc on utilise vraiment l'animation depuis toujours. Après, effectivement, là on voit les premières séries d'animation arriver au petit écran. En fait, moi, en tant que professionnel, si j'ai une remarque à faire, c'est qu'il faut vraiment créer notre identité. C'est-à-dire des personnages qui nous ressemblent, des décors qui nous ressemblent et une culture qui nous ressemble. Moi, je pense qu'il faut aussi aller un peu vers le conte. Le conte marocain est très, 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 très riche, extrêmement riche. Et je pense qu'à travers le conte marocain, on peut arriver à cette universalité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut réellement exporter quelque chose. Il y aurait envie de faire... France Télévisions fait une série qui s'appelle En sortant de l'école et qui met en avant des poètes et des poétesses de langue française, pour l'instant plutôt français, même si c'était français francophone. Est-ce que ce genre de choses pourrait vous intéresser justement pour mettre ça ou pour mettre en avant des grands noms de la poésie marocaine par exemple? Est-ce que des petites capsules, des choses comme ça, par exemple, est-ce que les studios de production, vous aimeriez qu'on vous propose ça avec des contes, des choses qui viennent de peut-être différentes régions du Maroc? Est-ce que c'est le genre de projet qui vous intéresserait? Déjà, on a un projet qui a été sélectionné dans ce sens, donc qui est basé sur les contes marocains et les histoires populaires marocaines. Donc ça, c'est des choses déjà qu'on est en train de mettre en place avec un des studios présents sur la place. Après, au niveau du digital, on y travaille beaucoup sur ces aspects-là. C'est-à-dire, on a un lab digital sur lequel on teste ce genre de format autour de la culture marocaine, de l'art marocain et de notre histoire. C'est difficile d'être... C'est compliqué, alors surtout pour quelqu'un là qui est de l'extérieur, d'être marocain, enfin de représenter qui on est, comme vous dites, c'est toujours complexe, parce que je veux dire, comme vous dites, on est une société, bien ou pas bien, mais en tout cas, voilà, on est petit, on est pluriel, même peut-être autant japonais que marocain que je sais pas, bolivien, enfin voilà. Donc ça serait quoi pour les gens? Il y a beaucoup de marocaines ici, pour les gens qui ne seraient pas marocaines, ça serait, comment vous définiriez ce qu'être marocain? C'est difficile, hein? Non, mais ça s'appelle une colle, ça. Non, mais c'est parce que, comme vous dites, c'est revenir vers ça. Moi, ça m'intéresse de savoir comment d'un seul coup on prend un projet, comment on décide d'un projet, comment d'un seul coup on dit, est-ce que c'est juste d'avoir, encore une fois... Non, il y a par exemple un principe au Maroc, c'est la famille. La famille, on ne la laisse pas. Les grands-parents, on ne les amène pas dans un EHPAD. C'est un exemple. Les grands-parents restent avec nous quand ils sont pas bien, ils sont avec nous. Donc ça fait partie, par exemple, ça c'est un principe fondateur du Maroc. C'est la famille est unie et il y a le respect. Donc à partir de là, déjà ça, juste à partir de là, je pense qu'on peut avancer sur la culture marocaine. Mais aussi, nous sommes un pays qui a une histoire fabuleuse. Donc voilà, et on a aussi des valeurs d'entraide. Voilà, vous voyez que c'était pas une colle. Voilà, vous avez évidemment très bien répondu par rapport à ça. On va revenir sur la plateforme digitale. J'ai noté le nom, pardon, sur la plateforme. J'ai noté le nom, ça s'appelle comment déjà? Mouja? Comment c'est né cette envie? Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, Mouja, c'est une plateforme qui est dédiée à la créativité, donc qui existe uniquement sur les réseaux sociaux. Donc, elle a été créée par nos créatifs au niveau du digital. Et donc, on couvre un petit peu des sujets autour de l'art marocain, de l'histoire et de la culture marocaine. Voilà. Pour en savoir sur l'art marocain, c'est quoi? Juste avoir quelques notions, quelques histoires, quelques épisodes, enfin comment... Par exemple, on va prendre un sujet populaire et on va essayer un petit peu de l'illustrer pour que ça soit accessible et en fait, pour que ça soit... on va essayer en fait de le simplifier pour que ça soit compréhensible par l'ensemble exactement des internautes. Voilà. Et on essaie aussi
de promouvoir l'art d'une manière générale. C'est-à-dire, on va parler par exemple de Van Gogh, comme on va parler de Chéribia, on va essayer un petit peu d'expliquer les différents mouvements d'art, que ce soit l'art moderne, l'art contemporain, l'art marocain. On sait bien que l'histoire a été volée en grande partie, en tout cas par l'Occident, en tout cas voilà, avec les scientifiques, les grands scientifiques évidemment dans le monde arabe, et les grands poètes, les grands. C'est aussi ça, c'est aussi un peu remettre dans cette histoire les noms qui ont peut-être été un petit peu oubliés au fur et à mesure et dire bah, attendez, c'est plus complexe que ça, il y a largement plus de choses. Justement, un des animés qu'on a commandé nous parle de notre histoire, et c'est de l'histoire dans l'aviation. Donc cette histoire à travers deux personnages, un du XXe siècle, un de je ne sais plus quel siècle, je suis désolée, mais beaucoup plus ancien. Je pense que c'est même de l'époque peut-être de Michel-Ange ou un truc dans le genre. Et donc ramener ces gens-là, et les refaire découvrir en fait, les faire redécouvrir à notre jeunesse. Et à travers ça, donc ils vont connaître un peu plus leur histoire, parce que à travers ces personnages, il y aura aussi l'histoire du Maroc. C'est quand même une universalité intéressante, c'est que finalement, aux Marocains, aux Marocaines, mais aussi, encore une fois, à l'étranger, c'est-à-dire d'un seul coup de pouvoir repositionner, de se dire, ah bah oui, mais finalement la médecine au XVe siècle, dans les pays arabes, était aussi développée, voire peut-être plus, même développée qu'ailleurs. Donc il y a cette ambition-là aussi, je reviens toujours à cette idée d'un peu d'exportation, mais d'espérer de refaire, encore une fois, quand je suppose on fait de l'art, on fait de la création, c'est pour, entre grandes guillemets, mais changer le monde, ou en tout cas un peu le modifier. Il y a cette ambition-là, et encore une fois, je pense, mais que l'animation est peut-être aussi un bon médium. On parlait de Kirikou, et justement, Kirikou va parler à énormément de monde, et on ne voit pas qu'un petit bonhomme noir, on voit quelqu'un, d'un seul coup, un personnage qui va le toucher, quel qu'on soit. Alors, je vais évoquer un autre sujet, mais qui se rapproche de ce que vous venez de dire. L'apport que peut avoir un média public d'investir justement, que ce soit sur la télé ou sur le digital, sur tout ce qui est animation, c'est qu'il va déjà aider au rayonnement de ce contenu. Parce que quand même à la télé ou au digital, et surtout à la télé, c'est le seul média de masse où on peut atteindre jusqu'à 16 millions de téléspectateurs à un instant donné. Donc le fait de diffuser ce type de contenu, c'est-à-dire qu'on contribue à son rayonnement auprès du grand public. Donc voilà. J'aimerais revenir sur quelque chose. Il y a un grand oublié au Maroc. On parle beaucoup de séries, on parle beaucoup de longs métrages, et il y a quelque chose qui est très important dans l'animation, qui est peut-être une des choses les plus importantes au niveau de la création, qui est le court métrage. Alors on pourra en parler artistique, mais c'est pas pour rien que Ghibli continue à en faire, que Pixar continue à en faire, que Disney continue à en faire. C'est que ça va permettre d'avoir des artistes au fur et à mesure. Je trouvais ça intéressant que vous disiez qu'en fait, il peut y avoir de la production de court métrage. Donc on vous envoie des dossiers. Comment ça se passe? Tout ça, c'est important. Alors, dans notre process justement d'appel d'offres, il y a une rubrique, il y a des appels d'offres qui sont lancés pour l'accompagnement du secteur cinématographique, et qui est également ouvert aux étudiants, donc des instituts de cinéma et de journalisme, qui peuvent justement soumissionner individuellement sur des courts-métrages ou des longs-métrages. De manière très concrète, on va sur le site internet. Sur le site internet de la SNRT ou de ZEM, et il faudra soumissionner sur... Qu'est-ce que vous attendez? Non, je sais pas, à chaque fois que je viens ici, on me dit mais il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas d'argent. Regardez, vous avez la possibilité d'être subventionné. Non, mais c'est important, parce que c'est vrai que, encore une fois, je vais me relever, je vais demander à Pierre, mais c'est vrai que des choses comme en sortant de l'école, par exemple, on a vu Raphaël Sol ce matin, nous parlait, etc. Cette idée qu'enfin, France Télévisions, parce qu'avant il y avait France 3 qui donnait un peu d'argent, je peux plus facilement, je connais plus, donc je peux facilement dire des méchancetés sur France Télévisions. Mais France 3 donne un petit peu, France 2 donne, à ma connaissance, sur le cours, et qu'en sortant de l'école, qui est quelque chose, je sais auquel tu tiens, va permettre en fait, c'est des sorties d'école des écoles françaises, et qui vont travailler sur des courts-métrages tout en étant une commande. Donc il y a vraiment là d'un seul coup comprendre ce que c'est une commande, mais en ayant une liberté, vous leur laissez une liberté à partir du court-métrage. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question, Alexis. Il fallait qu'ils me disent, comme j'attaquais un peu, il fallait. Est-ce que c'est important
encore une fois, ce court-métrage, comme je disais, France Télévisions produit peu de courts-métrages. Donc est-ce qu'en sortant de l'école permet justement de laisser cette liberté qui est importante, qui est la création, liberté artistique? Tout à fait. Sérieusement, c'est précisément dans cette ambition-là, avec cette ambition-là qu'on a créé en sortant de l'école. Mon principe était de permettre à des très jeunes réalisateurs, pour la plupart c'était leur premier film, de développer leur univers et de participer au renouvellement de la création animée, graphique, narrative. Et là où tu as entièrement raison, d'insister auprès de nos amis marocains sur l'utilité du court-métrage, qui est une vraie galère en programmation, on est d'accord. C'est très compliqué à programmer, on ne crée pas un rendez-vous, c'est l'exercice de la télévision. Mais en revanche, pour un secteur relativement récent chez vous, il est un espace idéal pour détecter des talents, pour commencer à construire des œuvres. Et je pense que Alexis a raison d'insister sur la vertu du court-métrage. Je dis ça, c'est parce que aussi j'ai un festival à Paris, je pense ça, et j'ai sélectionné un court-métrage récemment d'un grand influenceur, mais il est déjà parti sur influencer tout le monde. Non, mais c'est juste pour te demander 2 secondes, pourquoi le court-métrage? Pourquoi cette envie de travailler sur du court-métrage? Et du court-métrage, voilà, en plus, te touchait, puisque c'était aussi critiqué derrière aussi, parce qu'on peut malheureusement les dérives, justement, des gens qui ont de l'influence. Alors, le choix de court-métrage, c'est vraiment quelque chose pour l'artiste qui permet d'exprimer des choses plus facilement. Parce que la production, si on travaille sur le court-métrage ou bien les séries, ça va coûter beaucoup de temps. Et c'est pour l'artiste, ça va créer quelque chose qui est très très difficile à réaliser. Nous, on veut réaliser quelque chose et partager avec les gens. Le fait d'avoir des courts-métrages et partager ça avec le public, ça nous donne confiance. Et ça nous permet un peu dresser le process, comment ça se fait, parce que nous, même au Maroc, c'est nouveau pour nous. Donc, la seule chose pour moi, c'est de créer des courts-métrages. C'est le cas, on va parler ça sur notre... À 16h, on va parler de ça. C'était le cas chez nous. On travaillait avant sur les courts-métrages. On a un problème de diffusion sur Internet. Mais ça permet aux gens de voir notre travail et apprécier. Et ça nous permet d'avancer. Donc moi, je pense que c'est primordial de faire avant des courts-métrages. Et on a participé avec nous courts-métrages sur les festivals, ça a été Merci. Une des dernières choses que j'aimerais moi aborder avec vous, et puis je pense qu'on vous laisserai un petit peu la parole, j'espère qu'il y a des questions. Les courts-métrages, on vient d'en parler, c'est aussi avoir un vivier de talent. Est-ce que vous poussez un petit peu à ce qu'il y ait une école, depuis le temps qu'on aimerait qu'il y ait une école d'animation au Maroc? Est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas, que vous pourriez être intéressé justement avec des choses comme en sortant de l'école et dire, vous ne prenez pas forcément la lune, hein, mais en tout cas, voilà, si vous créez une école, pourquoi pas essayer d'avoir ces jeunes talents, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, les jeunes talents marocains qui peuvent partir, et les Marocains qui peuvent partir ailleurs, de les garder là, et si possible, de tenter ça, même, c'est forcément pour dans 6 mois, hein, mais c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, ça peut vous intéresser pour vous attacher à ça, à la création d'une école? Sur le papier, je pense que c'est super intéressant, mais je ne pourrais pas m'avancer par rapport à mes patrons, ni à... tout bêtement. L'idée, vous inquiétez pas, c'est pas juste que vous nous disiez aujourd'hui des choses en disant on va signer un chèque, peut-être que les studios aimeraient bien, mais en tout cas moi c'est pas mon but, hein, c'est pas mon rôle d'être ici. Non, c'est juste, c'est vrai que c'est quelque chose auquel, et on parle beaucoup avec Mohamed Dehout bien sûr, et depuis des années, nous la chance qu'on a en France aussi, c'est ce réseau qui a été créé à un moment donné, il y a plus maintenant de 40 ans avec des Gobelins, mais maintenant on a plein, même sûrement trop d'écoles en France. Et c'est vrai que ça sera intéressant, et même s'il y a les Beaux-Arts de Tétouan, il y a plein d'écoles qui justement poussent vers ça, d'avoir une école. Je pense qu'Arcoustique nous en parlera un tout petit peu encore eux aussi après, mais en tout cas d'avoir une école ici. Alors, je pense qu'on n'est qu'un acteur de ce secteur. Voilà. Après, forcément, et certainement pour développer ce secteur, on a besoin d'une formation adéquate. Et d'amener voilà quelque chose, mais donc ça veut dire que... Surtout qu'on est à l'ère du NFT, du métaverse, tout ça, donc il faut vraiment que la formation suive. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois de l'attente
de plusieurs côtés. C'est-à-dire, on attend qu'on nous propose, etc. Et je pense que les synergies, évidemment, sont très importantes. Et d'un seul coup, de savoir que pourquoi pas les chaînes pourraient être intéressées, même si, encore une fois, c'est pas un chèque en blanc, c'est pas du tout, mais dire, oui, enfin voilà, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. D'un seul coup, en face, se dire, bon bah tiens, on peut peut-être être force de proposition et d'aller. C'est pareil pour le court-métrage. Encore une fois, j'ai tellement moi de jeunes qui m'ont dit, mais il n'y a pas d'argent au Maroc, on peut pas faire, et d'un seul coup, je découvre. En fait, il y a quand même la possibilité de faire du court. J'ai l'impression que des fois, qu'il n'y a pas de pont entre vous, finalement, et pas entre tout le monde. Alors, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un appel d'offres qui est lancé, on essaie de prendre contact avec tous les organismes qui sont en mesure justement de former des gens qui peuvent soumissionner à cet appel d'offres. Donc c'est pas faute d'avoir communiqué auprès de ces organismes. C'est plutôt là, d'un seul coup, peut-être une peur, soyons clairs, hein, excusez-moi l'achever, mais n'ayez pas peur de présenter des choses. Vous allez être refusé plusieurs fois, mais vous allez ensuite avoir quelque chose. C'est souvent un peu l'angoisse qui soit claire, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas marocaine, hein, c'est le monde entier. C'est juste quand on est jeune, on peut avoir Il faut savoir forcer sa chance. C'est tout. C'est ça. Hein, ça se passe partout pareil. C'est un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur tout ce moment-là, des réflexions? Ça peut être des réflexions, évidemment, n'hésitez pas. Je pense que c'est un moment donné qu'il faut pas, sur lequel il ne faut pas hésiter, qui est aussi pour vous donner la parole à vous et qui est cette discussion. Bonjour. J'ai une question à poser, surtout aux sociétés qui font les courts-métrages. Moi qui travaille à Deuxième au service de la fiction depuis 2001, donc je suis un peu au courant des budgets alloués aux téléfilms ou bien aux séries, qui sont des budgets quand même corrects, qui peuvent faire des films de fiction en prise de vue réelle. Mais en voyant les budgets, j'imagine, parce que comme je suis le festival, je sais que l'animation elle coûte très 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 cher. Donc pour les sociétés, est-ce que vous ne trouvez pas que les budgets, quand même, ils sont pas assez conséquents pour faire un film d'animation? On va donner Lorraine. Oui, c'est pour ça, je ne vois pas Lorraine, donc on en a deux au moins ici. Oui, par rapport à l'échelle internationale, c'est vrai qu'on peut avoir de meilleurs budgets. Et là, l'idée, c'est de proposer des concepts. On joue principalement sur l'efficience. Comment déployer des moyens optimaux. On joue sur de très bons rapports qualité-prix pour proposer un rendu, une histoire très intéressante et émouvante. Mais c'est sûr, pour vraiment pouvoir produire des œuvres, pour pouvoir les exporter vers l'international, il va falloir faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Mais on est très content parce que là, par exemple, pour mon cas, je suis dans le marché depuis 2007. J'attendais ce jour-là, en fait, c'était l'été 2020. C'était le début de Covid. Pour nous, c'était aussi le début de l'histoire. C'était un très bon démarrage de l'industrie. On était très contents de voir des demandes de séries d'animation. Et donc par la suite, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonne foi. On communique avec les chaînes, on partage avec eux des challenges que nous rencontrons au quotidien. Je suis très optimiste. Je suis sûr que la question du budget va être résolue très rapidement. Juste avant de passer évidemment à la question artistique, juste pour que vous compreniez, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, et c'est pas, moi je vais revenir sur ce qui se passe en France. Il y a du temps en fait. Il y a un moment donné, et ça prend du temps, malheureusement c'est comme ça. Et c'est vrai qu'ils font un début, et par exemple le court-métrage, les producteurs indépendants de court-métrage se sont mis ensemble pour aller donc au CNC, le Centre national du cinéma en France, qui donne de l'argent. Et ils ont parlé, et il y a des discussions, et je pense que ça prend du temps. Et c'est dommage que Agnès, je prononce mal, pardon, sur Lorraine ne soit pas là, parce que dans les interviews, en effet, il disait qu'il allait doubler le budget, il allait prendre beaucoup sur son argent à lui. Donc c'est intéressant, mais il faut un début, malheureusement aussi à tout. Lequel de deux? Je vais laisser l'artiste s'exprimer. Alors c'est pas le cas chez nous, on n'est pas très content. Pourquoi? Parce que la production, ça coûte de l'argent. Et il y a des artistes qui verront ça.
Et parfois, on se trouve avec eux, on trouve des situations qui ne sont pas bien pour nous, pour les artistes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Nous-mêmes, on a déposé nos poches d'argent pour continuer le travail. Mais on sait bien que c'est le début du travail, le début pour les chaînes. Et c'est pour cela c'est comme un investissement pour nous. Et pour nous, c'est le domaine au Maroc. Et ça va nous permettre d'avoir des choses palpables, que les gens voient, la série, tout ça, les artistes s'expriment mieux. Et à travers le temps, on améliore le côté budget. Et ça va, moi je pense que c'est nécessaire pour continuer le travail, c'est nécessaire de voir ce volet-là avec tous les gens, tous les participants du marché. Comme ça, on a un budget quand même raisonnable pour continuer. Oui, je vais essayer de rattraper le coup comme ça. Oh, il a rattrapé, t'exagères. Non, encore mieux. Alors, au fait, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que je pense qu'une très belle porte s'est ouverte à nous, enfin, même à travers FICAM, où on a accès à tous les internationaux, avec une industrie qui est quand même très riche. Je pense qu'on devrait se challenger tous. C'est pour ça d'ailleurs que tous les studios sont très consolidés, on va dire. On a besoin d'être dans un standard aussi au minimum. C'est-à-dire que budget ou pas budget, je pense que tout le monde en a mis un peu plus sur, que ce soit les équipes ou sur les équipes dédiées en temps. Et on a ce besoin d'être dans un standard international, que ce soit sur du court-métrage. Si on ne peut pas faire justement une série d'animation, on fera des courts-métrages qui seront au standard et qui permettraient forcément d'exporter un petit peu notre culture. Donc je pense que c'est un bras de fer, mais on le fera conjointement. Voilà. Juste, excusez-moi, je suis normalement juste le présentateur et l'animateur, mais juste, il n'y a pas de standard international. Je crois qu'il faut comprendre ça à un moment donné. Je pense que, excusez-moi, je sais qu'à chaque fois on en revient, mais il n'y a pas de standard international. C'est-à-dire que je pense que, et encore une fois, la France est loin d'être exceptionnelle, il n'y a pas, mais je pense que si par exemple il y a des films comme Les Tripettes de Belleville dont on parlait, Ernest et Célestine, c'est aussi des gens un peu fous comme Didier Brunner qu'on a la chance d'avoir régulièrement, et que justement si par exemple Hollywood sont très fans des Tripettes de Belleville ou d'Ernest et Célestine qui finissent aux Oscars, c'est que c'est pas du tout dans le standard justement qui a été imposé ou qui a été mis en place par Hollywood aujourd'hui. Donc je pense que sincèrement, excusez-moi, mais le standard national, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui me passionne quand je viens ici, et si je vois des films, c'est de voir des films qui représentent chaque pays, chaque culture, et c'est pas du tout de me dire oh c'est bien animé. Soyons clairs, la plupart des spectateurs et spectatrices, nous, on s'en fout un peu de l'animation. Enfin moi, ce qui me plaît, c'est l'histoire, c'est que ça me touche, c'est que ça me bouleverse, c'est que etc. Et des fois, Florence Millet, c'était très intéressant ce qu'elle disait ce matin. Elle faisait de la peinture animée. Ses premiers films, si vous voyez Hammam, désolé pour ma prononciation, tous ses premiers films, elle disait il y avait plein d'erreurs, il y avait plein de choses, mais il y avait une vie, il y avait quelque chose qui était extraordinaire. Et elle n'était pas à un standard forcément très haut. Et soyons clairs, vraiment, enfin, pardon, je vais vous laisser répondre après de reprendre, mais je trouve que ce standard international, encore une fois, n'existe pas. C'est juste comment on touche les gens, et puis c'est tout. Est-ce que vous voulez répondre par rapport en effet à toutes ces histoires importantes, évidemment, hein, bien sûr, de budget. Alors je suis en fait pour le budget, ça c'est un autre sujet. Après effectivement, je crois que les chaînes, ils ont mis quand même un max de budget qu'ils pouvaient mettre sur un format court, justement dans un souci d'avoir justement un produit de qualité. Après, je suis totalement d'accord avec vous par rapport au fait que c'est pas la technicité qui marque, mais c'est l'histoire. C'est la manière de la raconter, la manière de construire les personnages. Parce qu'en réalité, un film d'animation, c'est une fiction, mais avec des illustrations de la 2D, de la 3D. Donc il faut déjà une histoire bien faite, des personnages bien construits. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer, hein. J'ai pas dit ça, hein. me prends pas, ouais, il faut être bien payé, il faut quand même, c'est juste, c'est ce mot standard international moi, qui à chaque fois me, voilà, mérite un peu. Alors, je pense aller international, c'est que avoir la vision de réalisateur, avoir les moyens pour réaliser la vision d'un réalisateur. Et c'est pour cela, il faut un minimum de technicité des gens. Par exemple, moi, je parle de mon cas, quand je veux réaliser quelque chose, il y a des plans que je veux, quelque chose, image par image, ou bien des plans perspectives, tout ça. Ça coûte beaucoup de temps. Ça coûte beaucoup d'argent. Et pour avoir le compte qui est bien, très très bien raconté, il faut un minimum de technicité. Ça,
On ne dit pas que c'est international ou moins international, mais c'est la vision d'artiste, la vision de réalisateur. Et c'est pour cela qu'il faut un minimum d'équipe. Et ça, sinon, si on fait, par exemple, moi je parle de mon cas, si je dis ok, je ne vais pas ça, en termes de qualité, je ne suis pas assez satisfait. Et c'est pour cela, c'est ensemble. Nous, on fait ça. Maintenant, on va présenter à César, vraiment on fait ça. On essaye de vraiment maximiser, on ne fait pas beaucoup de choses, minimiser le travail et tout ça, pour avoir le juste milieu de compte. Mais pour avoir un très bon compte, pour satisfaire ma vision comme réalisateur, il nous faut un peu de temps, un peu d'équipe, l'équipe qui travaille. Et l'équipe qui travaille, ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Ils sont moins nombreux, ils sont vraiment rares. Et nous, on travaille avec on trouve les gens qu'on trouve, on essaye de faire des castings et tout ça, et former les gens. Et ça c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Moi, je parle comme réalisateur, et même aller par comme producteur. On fait un travail qu'on c'est pas dans notre. On forme les gens, on essaie d'écrire même les scénarios. On a beaucoup de problèmes. Et il faut un peu alléger avec le budget. C'est pour cela, c'est un travail complémentaire. Juste avant de prendre la question, Ali, tu nous parles juste de nous en parler un peu plus. Cette volonté d'école, on parlait tout à l'heure d'école, juste... pardon, j'avais pas le micro. Non, juste, est-ce que tu nous parlais avant de prendre les questions de cette volonté enfin de faire une école et d'avancer vers peut-être cette première école d'animation marocaine? Alors, effectivement, donc Flow Motion School, ça s'appelle Flow Motion School. Alors on a eu 1200 inscrits et c'est une initiative qui vient aussi de l'INDH et d'un groupe Azura Group qui a participé aussi à ce montage. Et c'est un gros projet parce qu'il a pour but d'être régionalisé au Maroc et qui répond à la problématique qu'on a vécue. C'est que les équipes ne sont pas là. On a beau avoir des étudiants, des talents, des réalisateurs, des étudiants au sein du FICAM qui sont très bien, mais il y a une transition à faire pour qu'ils soient aptes à produire et être dans les deadlines, être efficace en production. Et du coup, on s'est dit, voilà, donc l'animation commence, il y a des plateformes d'échange comme le FICAM qui sont énormes et qui vont permettre justement à ces étudiants, avec notre formation qui est professionnalisante, c'est du peer-to-peer learning qui est basé sur 8 mois de formation et qui va permettre à ces jeunes d'être très rapidement productifs dans les métiers de l'animation, donc dédiés aux films d'animation. Voilà. Quand je vous disais que c'était un week-end exceptionnel, non seulement les chaînes, mais aussi une école d'animation qu'on a. Il y avait 2 questions. Bonjour. En fait, j'ai une question par rapport, parce qu'on parlait souvent du budget, même l'édition précédente avec nos amis d'Artcoustique. Et moi, j'avais une question par rapport au délai de livraison. Parce que quand on parle beaucoup de budget, on oublie que, par exemple, l'une des choses qu'a dit Stanley Kubrick, qui sollicitait beaucoup de budget à ses producteurs, c'est que la meilleure chose que le budget lui a permis d'acheter, c'est le temps. C'est le temps d'expérimenter des choses, d'attendre de les refaire, les décors et tout. Et je crois que ça s'applique aussi au Maroc. Parce que des fois, quand on n'a pas raison de plus, quand on a le budget insuffisant, il faut se mettre le temps à ses côtés. Ici, on a un délai de 6 mois. J'ai compris que ça peut aller jusqu'à 8 mois. Ça reste très court comme délai. Et je crois qu'on a la chance ici d'avoir Mme Alaoui comme responsable. Est-ce que vous êtes déjà avoir la conscience par rapport à cette problématique? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir déjà dans la manière d'organisation de la télé, c'est-à-dire faire des appels d'offres pour l'année N+1 cette année pour permettre un délai plus, ou même de changer la loi carrément? Merci. Alors, on vous écoute. Je vais répondre à ce point. Effectivement, il y a des délais réglementaires. Donc, parce que ça reste quand même des appels d'offres, donc ils doivent être exécutés selon un cahier de charge. Voilà. Après, effectivement, je pense que les chaînes restent quand même relativement flexibles, parce que là, pour le projet donc, qui a été je crois, sélectionné en 2020, il vient d'être livré à la chaîne. Donc, en principe, parce que quand on livre, il y a toujours des ajustements, des améliorations à faire, tout ça, mais il y a quand même la limite réglementaire.
qui reste omniprésente. Je voudrais réagir sur ce point. On est en train de vivre quelque chose de véritablement pionnier au Maroc. Il y a un cercle vertueux qui est en train de s'installer. Il y a des jeunes créatifs, il y a des producteurs, il y a des diffuseurs, et c'est un moment qui est pionnier. Mais c'est un moment qui, ce sont véritablement les premiers pas dans une économie qui va être véritablement en devenir. C'est clair que les boîtes de production d'animation qui se sont lancées dans ces projets-là, ils ne vont pas dégager des millions, ils ne vont pas aller passer leurs vacances aux Seychelles avec ces budgets, c'est évident. La vocation d'une chaîne est de diffuser. La vocation d'une chaîne, à terme, c'est d'être un coproducteur, diffuseur, et non pas le producteur financier essentiel d'un projet. Donc nous sommes au balbutiement d'une économie, pour le moment c'est une économie un petit peu artisanale, où qu'on aille dans le monde, que ce soit pour la fiction, le documentaire ou l'animation, on parle d'industrie. On n'en est pas encore au stade de l'industrie. Et pour arriver au stade de l'industrie, il faut se réaliser qu'une économie de l'animation est une économie mondiale. Je ne la connais pas parfaitement, mais je sais qu'il y a des guichets qui sont internationaux. On développe un projet, on peut aller taper à la porte de DFI, Doha Film Institute, ou on peut taper à la porte de l'Organisation internationale de la francophonie qui finance des projets d'animation. On peut taper à la porte de AFAP à Beyrouth qui aujourd'hui finance aussi donc un patron d'un studio d'animation. C'est aussi un promoteur et il ne peut pas se dire ah ben, écoutez, moi j'ai 2 diffuseurs, la SNRT et 2M, c'est eux qui doivent financer mes films. À mon avis, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et c'est là où demain, on va se retrouver à raconter une réalité marocaine qui va peut-être toucher à l'universel et intéresser des financiers, je ne sais pas, français, belges, suédois, danois, et qui vont vous permettre non pas de fonctionner avec des budgets petits, et vous dites c'est vraiment trop dur, les délais ne sont pas suffisants, je ne trouve pas suffisamment de temps, de personnes pour développer mon projet, et travailler d'une manière, disons, plus confortable, plus professionnelle. Et on en est véritablement là où balbutiement, mais c'est à vous les acteurs, les créatifs, les producteurs, de constituer ce marché-là et aller taper véritablement aux portes des guichets. J'ai une petite expérience dans le documentaire. Depuis 12 ans, on a lancé une case documentaire. Au début, on faisait des films à l'arrache, vraiment avec des petits bouts de ficelle. Aujourd'hui, on arrive à faire des films qui ont un financement international et qui participent à des festivals de par le monde et donc qui commencent à exister. Il y a une visibilité. Tout à l'heure, on parlait de soft power. Le soft power, il est entre vos mains. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça pour l'animation, dans le sens où les coproductions, et c'est pas moi qui dis, c'est gens comme Didier Brunner et d'autres, c'est que des fois les coproductions sont complexes dans le sens où vous allez faire un film, une série ici, puis vous allez la coproduire avec, je sais pas, l'Allemagne et la Grèce, je pense, sauf qu'en Allemagne on va dire ah oui mais les enfants ils peuvent pas faire ça dans la cuisine parce qu'ils peuvent pas, ou alors ah ben tiens il faut leur mettre un casque quand ils mettent à vélo. Et en fait le problème aussi des coproductions aujourd'hui en animation, on fait pas les versions, on change, et ce qui fait qu'au fur et à mesure on est obligé de changer pour tous les pays, et ce qui fait que d'un seul coup ça devient un produit des fois un petit peu... Voilà, parce que finalement on n'arrive pas à avoir quelque chose, justement, vous voulez quelque chose de marocain, faites attention à ça, de pas juste aller vers d'autres et qu'on dit ah ouais non mais là nous on va pas comprendre, donc ça on peut pas le prendre, donc vous changez, et que finalement on arrive à quelque chose d'un peu... Voilà, la coproduction est complexe, en tout cas en animation et en série elle est très complexe, c'est clair qu'il ne faut pas la faire, mais voilà. Rapidement, quand on regarde Le Sommet des Dieux qui a été diffusé hier soir, et c'était extraordinaire. Moi, j'ai été fasciné par le générique. Le générique, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'ONU. Il y avait quasiment tout le monde dans ce générique-là. On ne peut plus aujourd'hui faire un film avec un pays, un producteur, une chaîne. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Oui, je vais pas prendre la parole, mais on parle long métrage. Oui. Bonjour, moi je voudrais juste réagir et je partage tout ce que... Pardon, j'aurais dû vous présenter. Ouais, je suis Alexandre Charlet, producteur au Film du Cine, une société de production basée à Annecy et Paris, en France. Monsieur parlait de standards internationaux, je pense que toi tu veux évoquer la dimension internationale. Et pour aller dans votre sens, monsieur, je pense que la dimension internationale, elle passe par les étapes de développement. Et effectivement, il y a des fonds internationaux, il y a l'aide au cinéma du monde, au CNC,
Mais je pense que l'étape d'avant, l'étape de développement où, comme Madame l'exprimait tout à l'heure, ce qui est important, ce sont les histoires, les personnages. Évidemment, dans l'animation, il y a toutes les recherches de design. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin de technicité. Il y a besoin de talent. Et je pense que ça, c'est important. Et peut-être qu'une chaîne comme la vôtre peut essayer d'accompagner dans le développement un petit peu de certains talents et de certains projets. En tout cas,